à toutes et à tous, il est 18h53, vous êtes sur IRM.radio, vous écoutez Scandale. Ce soir, je suis accompagnée de Nourdine Labadi, Choni et Clément à la réalisation. Bonsoir la team, vous allez bien? Ça va et toi? Super, bonsoir à tous. merci, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ce soir, Mika, il est absent car il est malade, on lui souhaite un bon rétablissement. Et on reçoit Myriam pour finir l'année en beauté car c'est la dernière émission 2020 de Scandale. Bonsoir Myriam. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien et vous? Super, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça nous fait plaisir de te recevoir pour la deuxième fois sur Scandale. C'était Scandalisote et là c'est Scandale, on a changé. D'accord, c'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi aussi d'être là et puis toujours honorée d'être invitée. Merci beaucoup. Merci avant de vous dévoiler le sujet, Myriam, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, je m'appelle Myriam, j'ai 28 ans, je crée du contenu sur Instagram et YouTube, mais je suis aussi dans le marketing pharmaceutique. D'accord, elle dit pas influenceuse, hein. Elle aime pas ce mot, on l'a remarqué dès le début. Elle nous l'avait dit la dernière fois. J'aime pas parce que je vous rappelle, voilà, ça a toujours une connotation un petit peu négative, péjorative. Après, c'est vrai que l'influence, elle peut être négative ou positive. C'est comme la critique. Quand les gens parlent de critique, ils pensent toujours au négatif, alors qu'en fait, la critique peut être positive aussi. Mais j'aime pas trop ce terme parce qu'en fait, c'est influencé dans quoi? Et c'est un peu vague pour moi, influenceur. Donc, je préfère dire créateur de contenu, comme ça englobe tout en fait. Parce qu'il y a même des créateurs de contenu qui ne font pas de placement de produits forcément et donc ne sont pas forcément influenceurs. Il existe des youtubeurs qui font pas des placements de produits? Bien sûr, il y a il y a des youtubeurs en fait, parce que le placement de produit c'est vraiment aujourd'hui tu reçois un produit, tu as un code promo et tu reçois une com ou pas sur les ventes que tu fais. Et aujourd'hui, il y a des youtubeurs qui n'ont pas, qui vivent de YouTube, qui n'ont pas forcément envie de faire ça, donc ils le font pas, mais c'est très rare. Et sinon, alors ils font pas des placements, mais ils parlent d'une marque qui vont sponsoriser leurs vidéos, mais c'est pas vraiment un placement. En fait, c'est vraiment vague. C'est vaste de dire placement de produit. Oui, mais là, avant de parler de notre sujet, je crois qu'on va aborder ce sujet de placement de produit. Ça marche. Parce qu'aujourd'hui, ce qui dérange les gens, c'est pas de faire les placements de produits. Ce qui dérange, c'est de mentir. On dit oui, je fais un placement de produit, mais je suis pas payée. Ah, moi, je ferai jamais de placement de produit. Je vous donne juste les bons plans, alors que c'est un placement de produit. Il faut assumer. Voilà, il faut assumer. Ouais, parce qu'en fait, surtout en plus en temps de crise, on a du mal à se dire que on va aller placer des produits alors que le public qui nous regarde n'a pas forcément les moyens, surtout en ce moment avec la Covid-19. Mais déjà il y a ça en ce moment, hein, donc c'est peut-être pour ça que en ce moment les gens n'assument pas trop. Et dans la vie en général, sans cette crise sanitaire, il y a toujours un petit peu ce hate là qu'on a autour. C'est voilà, elle fait un placement, donc en fait c'est moi qui vais devoir aller acheter le produit pour pouvoir la rémunérer. Et ça dérange quelque part parce qu'on se dit c'est trop facile, en fait elle fait des stories et elle est hyper bien payée et donc en fait elle fait rien de fatigant, on va dire ça. Je pense qu'il y a un peu de jalousie dans les gens qui font des placements de produits parce qu'ils gagnent parfois beaucoup. Et très bien leur vie. Et voilà. Mais c'est pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de micro-influenceurs qui font des placements de produits comme moi par exemple et qui ne reçoit pas de chèque. Je reçois les produits gratos, ça c'est vrai, mais je suis pas payée pour en parler. Après, ça dépend de l'audience, ça dépend des statistiques, les marques demandent toujours. Après, c'est aussi pour mettre en valeur aussi certains produits d'artisans, certains coups de cœur que tu as. Exactement. Après, c'est vrai, j'ai déjà été payée pour faire des placements sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram, mais en fait, c'est vrai que je demande jamais d'argent aux petits créateurs, aux petits artisans, aux gens qui n'ont pas beaucoup de followers sur Instagram. En fait, c'est vrai que je négocie moi les parts, surtout avec les marques internationales ou les grosses marques. En tout cas, je sais qu'ils ont du budget pour ça. Oui. Mais sinon, pour les petits, non. Les petits artisans, je trouve que c'est pas... voilà. Moi, j'ai un petit coup de gueule à faire quand tu dis que ça suscite la jalousie. Ouais.
Enfin, il y a du travail derrière. Si les gens ont envie de faire la même chose que toi, bah, ils ont qu'à s'y mettre. Exactement. Et ils verront très bien que c'est pas facile. Parce que sinon, on serait tous on serait tous créateurs de contenu ou influenceurs. Mais parfois, il suffit de faire des clashs, de dire des gros mots sur les réseaux sociaux, de s'insulter, d'avoir... C'est du travail d'insulter, de faire des clashs. Il faut avoir de la répartie, il faut avoir un mental, faut faut savoir gérer son émotionnel pour pas être atteint par... Mais aujourd'hui, tu vois, il y a ce... Comment t'expliquer ? Il y a un peu cette honte et le fait de gagner beaucoup d'argent chez certains. Et je pense notamment... Enfin, je pense pas qu'elle ait honte, mais je pense qu'elle se dit qu'elle comprend pas autant son succès. C'est Léna Situation. Et d'ailleurs, elle redonne énormément à sa communauté. C'est-à-dire qu'elle leur fait des cadeaux de malades dans la rue, elle fait des concours de cinglés, elle redonne, elle redonne de l'argent aux abonnés. Du dropshipping, elle fait pas. Je me rappelle encore qu'il n'y a pas longtemps, dans les rues de Paris, elle avait fait une vidéo où elle distribuait l'argent à la fin des vlogs d'août qu'elle n'avait pas dépensé dans des enveloppes à des abonnés. Et elle dit voilà, vous m'avez beaucoup donné, c'est à mon tour de vous redonner. Et je pense que c'est rare de voir ça aujourd'hui, de voir. Mais c'est pour ça qu'elle a énormément de succès aussi. Oui, elle a du succès. Elle fait pas du dropshipping, elle fait pas du n'importe quoi. Elle montre vraiment des marques bien. Elle influence dans le côté positif et elle est toujours reconnaissante et elle assume. C'est ça qu'on a pas. Moi, en fait, je suis pas contre les placements de produits. Je suis contre les gens qui n'assument pas. Tu as des influenceurs qui disent moi je vais faire des placements de produits mais jamais de la vie je ferai ça et un mois après ils sont dans des agences ils montrent les produits dropshipping. Les gens ils changent d'avis quand surtout ils voient les contrats avec la monétisation, avec les dollars à la clé. On va pas se mentir. C'est même plus l'euro, hein, c'est le dollar, carrément. Bien sûr, c'est ça qui paye le plus et aujourd'hui. Les pétrodollars même, je pense. Je pense qu'on va appeler Michael. Il a envie d'intervenir sur ce sujet. Il va augmenter le son chez vous. Le pauvre, il est malade. Je sais pas s'il va répondre, mais il m'a dit de l'appeler à 19h. Sûrement, il a un coup de gueule à faire. Il va nous donner les notes des gens de télé-réalité s'ils vendent bien ou pas. Allô ? Ouais, Mika, ça va ? Oula, ça capte mal, tu m'entends bien ? Oui. Bon, tu vas bien ? Oui, ça va. Et toi, il y a toute l'équipe qui passe le coucou. Bonsoir. Ah, salut. Je suis désolé de ne pas être venu, mais je pense que j'ai fait, tu sais, un petit burn-out. En plus de ça, j'ai attrapé la crève et je suis complètement à plat. C'est l'œil, comme dit ma grand-mère. Je ne sais pas si c'est l'œil, mais là, là, je l'ai complètement à l'ouest. C'est l'œil de Nabila. T'as trop parlé d'elle, hein ? Ah, je sais. Non, mais en fait, si tu veux, il y a eu. Je suis en train de réaliser que les gens se rendent compte de tout ce qui se passe par rapport à ce qu'on a parlé à la radio, les arnaques, les machins, les trucs chouettes. Et par rapport à l'interview que j'ai fait, je sais pas si tu l'as vu sur cette vidéo. Non, pas encore. J'ai reçu des tonnes de messages et j'ai pris le temps à répondre à tout le monde et je pense que ça m'a crevé, tu vois. Ah oui, c'est ça. Comme sur My World. Il faut que tu arrêtes de parler sur les gens de télé-réalité, tu les laisses travailler, comme ça tu vas pas tomber malade. Non mais je vais dire, là je suis en train de me reposer et à la rentrée là ça va être encore pire, tu vas voir. Alors préparez-vous nos chers auditeurs. Mika, on t'a appelé pour te poser une question. On parlait des placements de produits, ton sujet préféré, et on disait que les gens ils assument pas. Tu as des influenceurs qui disent ah moi je vous donne des bons plans, c'est pas des placements de produits. On a parlé un petit peu du sujet aussi que tu kiffes, qui est le dropshipping. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu en penses des gens qui n'assument pas, qui se foutent de la gueule de leurs abonnés ? En fait, le problème, je ne sais pas s'ils ne l'assument pas parce qu'ils le montrent quand même sur leurs réseaux sociaux et ils sont suivis par des milliers de personnes, mais je pense en fait que l'argent parle avant tout et qu'ils n'ont pas du tout de valeur. On en parlait la dernière fois. Non, mais tu as des gens qui disent qu'ils ne sont pas payés. Hein. C'est de ça que je parle. C'est pour ça que je dis qu'ils n'assument pas. Ils n'assument pas qu'ils sont payés. De quoi, les people n'assument pas qu'ils sont payés ? Non, pas les people, mais l'influenceuse dernièrement qui n'a pas rejoint ton agence, mais elle est partie dans une autre agence et elle fait des placements de produits en disant qu'elle n'est pas payée. Tu sais de qui je parle ? Mélanie.
Non. Il veut citer le nom. On fait tout pour la nouvelle, celle qui a dit que les chaussures ne sont pas de bonne qualité. Ah, d'accord, ok. Bah, c'est... Nadia, tu sais que ta question, elle est très 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 compliquée pour moi. Alors déjà, premièrement, j'étais agent de Nabila, donc pas agent de Freud, donc je suis pas très intelligent. Et deuxièmement, je suis très 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 fatigué, donc en fait, je n'ai rien compris à ta question. T'es devenu bête comme Nabila. Non, repose-toi. Bête, et en plus de ça, tu peux pas savoir parce que je suis chauve, mais à la base, je suis blond, donc blond du bulbe. Alors t'imagines le cul. Moi, je la trouve pas si bête, Nabila. Ah oui, bah oui. T'as entendu notre invité? Je la trouve très intelligente pour le coup. J'aimerais bien être bête comme elle. Là, je sais, voilà, c'est ce coup de gueule là qu'on voulait. T'as entendu ou pas? Ouais, je suis complètement d'accord avec ton invité, dont je ne sais pas le prénom. C'est Myriam. Ah, Myriam, excuse-moi. Ah, tu suis pas mes stories, hein? Je vais te bloquer, tu vas voir. Regarde-nous en direct sur Twitch. Ma chérie. Oui? Il est malade, le pauvre. Il est malade. Oui, vas-y, tu disais quoi donc, Nabila? Tiens, mes amitiés à Anthony Martial, je viens me parler de cul. Qu'est-ce que je voulais te dire? Je voulais te dire que... non, Nabila était très 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 intelligente, mais en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe par rapport à son image. Elle qui ne voulait pas se mélanger avec les autres personnages de télé-réalité, elle qui faisait très attention à l'image lisse de sa personne. Là, pour ma part, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et en plus de ça, j'ai un petit scoop à te dire, Nadia et Myriam, j'ai contacté pas mal de marques avec qui je travaille et les places. Il y a Nour, Chouni et Clément aussi. Il y a Nourdine qui te passe le coucou. T'as pas cité son... Coucou tout le monde. Et ce que je voulais vous dire, c'est que les ventes de Nabila en termes de placement de produits depuis 6 mois, c'est catastrophique, elle ne vend pas. Déjà, elle est très très chère, Nabila, c'est entre 5 000 et je fais une fourchette, entre 5 000 et 10 000 euros. Et, la story bien sûr, c'est super cher, Nabila, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais si tu veux, si elle fait 200 000 euros par mois, c'est le calcul. Hein. Bah oui. Donc, les stories, ben voilà. Et si tu veux, les ventes, c'est catastrophique. C'est en déclin. Vas-y, on veut les notes de Manon, Nabila et Mélanie. Ah, moi, je pense que celle qui vend, c'est Maëva Guénam. Manon, je lui ai mis 0,5 sur 20. Parce qu'elle est pas belle. Elle était pas belle parce que tu l'aimes pas. Parce qu'elle est devenue belle, tu es jaloux. Non, parce qu'elle copie sur Carla. Et en classe, on ne doit pas copier sur les gens. C'est pas... Et Carla, elle vend bien? Carla, c'est pas mal. Je vais lui faire son petit débrief, je vais lui mettre les encouragements, parce que cette fille, elle est attachante. Elle est attachante, elle a l'air mignonne. Oh, c'est la première fois que j'entends Mickaël dire du bien. Ouais, c'est la première fois. Je suis étonnée, là. Tu dis du bien sur une meuf de télé-réalité. C'est parce que je suis quelqu'un de juste. C'est formidable. Et Maëva, elle vend bien? Ouais, elle est très puissante, Maëva. Je vais lui faire aussi son... Parce qu'elle a des origines algériennes, c'est pour ça. Oui, enfin, c'est... Ça veut rien dire, on a dit aussi. Je vais lui mettre 18 sur 20 à Maëva en termes de vente de placement de produits. Et en termes de comportement, je vais lui mettre 2 sur 20. C'est tout. Là, elle est à Dubaï, là, elle est tout le temps en train de montrer sa chatte. Est-ce que les notes que tu donnes viennent de sources sûres, hein? Parce que nous, on n'aime pas les rumeurs, hein. Oui, et tu sais que pertinemment, tout ce que je dis, c'est toujours écortiqué, donc je suis obligé de dire des choses. Juste. T'es devenu un journaliste d'investigation de télé-réalité. On m'appelle la Élise Lucie du Parc. Oh là là. Sur ce, je te dis bon rétablissement. Repose-toi bien. Ma chérie, je peux te poser une question? À qui? À toi, à tout le monde. Vas-y. Là, il y a que des musulmans là, à la radio. Là. Non. C'est la laïcité ici, hein. C'est quoi l'importance? Je vais poser quand même une question aux musulmans là. Il y a une histoire de terrorisme, ça. Des influenceuses comme Maëva, donc qui se disent voilà musulmanes et qui sont à moitié à poil et qui ne respectent pas la principauté ou le pays. Alors, je vais laisser Myriam répondre, mais avant ça, mais je te l'envoie. Mais attendez, je tiens juste à t'informer que Maëva, elle s'est mise au vert. Elle a dit je me suis mise au vert et donc elle met des robes longues et elle se dénude plus et elle va plus aux soirées. Je tiens juste à t'informer. Hein. Depuis quand? Depuis 2 minutes? Attends, je laisse Myriam répondre. Alors Myriam, t'en penses quoi? Ben écoute, j'ai envie de te dire, c'est des choix stratégiques.
parce que montrer son corps, ça fait vendre, et parler du ramadan, ça fait vendre aussi. Donc voilà. C'est des gens en fait qui ont compris qu'il y avait 2 types de communautés qui les suivaient, et la communauté musulmane suit beaucoup. Et elle est très fidèle. L'engagement, ça explose. Je suis désolée, le jour de l'Aïd, quand les gens font leur post, ils ont un boom de likes, un boom de commentaires. Donc forcément, ça attire. Et je pense que c'est plus pour ça un peu qu'elle fait ça. Après, c'est encore une fois, c'est son problème, c'est son image. Elle gère comme elle a envie. Moi, je suis personne et je pense pour la juger, pour juger. Mais je pense que c'est plus des choix stratégiques. Business is business. Voilà. T'as bien entendu la réponse, Mika ? Belle réponse. Ouais, c'est dommage de parler comme ça, business is business, pour avoir des valeurs humaines aussi. Bien sûr. Chacun bien sa sûr. philosophie. Je suis d'accord. Ouais, voilà. Ouais. Ok. Il y a ta copine Magali Berda qui est partie à Dubaï pour recadrer Maëva. Ouais, déjà qu'elle se recadre elle-même, et puis on verra après. Allez, repose-toi bien, Mika. Bisous. Je vous embrasse tous. Salut. Bon rétablissement. Salut, merci. Ben voilà, on a eu les notes des gens de télé-réalité, mais on savait que Maëva Guénam, elle vendait. Oui, elle vendait bien. Je pense que en plus, si elle est Muse dans un dernier clip de rap, plus elle a sa chanson. La meuf, elle achète une baraque à Dubaï comme ça, elle fait des moves comme ça. Je pense que oui, elle a les moyens et sortir une marque de make-up. Elle est, tu vois, elle est très très jeune quand même. Ouais, elle a 23 ans. Voilà, elle a pas l'âge de Nabila. Ouais. Donc, je pense que c'est une nana qui est en train de cartonner. Oui, t'en penses que... Non, mais c'est chacun son tour en fait. Voilà. Parce qu'il y a quelques années, c'était Sarah Frézou qui est passée aussi dans Envoyé spécial Exactement. Voilà, j'avais vu. En disant que c'était vraiment la meilleure au niveau des placements de produits et qui rapportait le plus d'argent. Mais il n'y avait pas beaucoup de marques à cette époque-là. Donc là, il y a plus d'argent, je pense. Bien sûr, mais après... Les marques, après... Je vais lancer ma marque aussi, je crois. De quoi, Sony Sony Beauty, on en a parlé exactement. hier. De quoi Sony Beauty, de make de make-up. Ouais. Je serai une nouvelle faut dire, c'est comme ça, eux, ils achètent sur AliExpress, après ils disent c'est bio, c'est made in France. C'est de la tu revente. dis que c'est bio, tu ramènes les produits du bled, comme ça ils vont te croire. Mais c'est ça, ils font tout pour vendre. Bien sûr. Mais c'est bien d'avoir des business parce qu'ils savent que peut-être les placements de produits, c'est pas une chose qui va durer une éternité. Je viens de te dire, Michael, c'est que si les ventes elles dégringolent, tu peux pas juste dépendre de ça. Donc c'est pour ça qu'ils ouvrent leur marque, attention. Parce qu'ils se disent, demain, il va se passer quoi si Instagram ferme ? Demain, il se passe quoi s'il n'y a plus de télé-réalité ? C'est la marque qui déclare faillite. C'est catastrophe, tu vois. Ouais. Il faut penser à l'avenir. Et donc, à la s'il y a plus d'électricité. Non, mais je veux dire, tu vois, si du jour au lendemain, je sais pas, il y a D'ailleurs, là, avec le coronavirus, il faut faire des choses. Il faut créer ta marque, investir dans l'immobilier, faire des placements qui sont un peu plus sûrs que, je vais les gains sur les gains et des trucs comme ça, tu vois. Mais bon, après, ça, c'est la partie invisible que tout le monde, je pense, opte dans ces placements. Et puis maintenant, on réalise ça. Enfin, mais j'espère qu'on en a conscience. Parce qu'avant, c'était des placements de produits, mais c'était un peu caché. On n'en parlait pas vraiment. Maintenant, on le sait. Enfin, les gens le savent. Oui. Ça s'est démocratisé. Avant, même je parle de production de séries télé ou de cinéma. Avant, c'était tout un système et on pouvait voir une bouteille d'eau avec une marque. Avant, c'était interdit. Aujourd'hui, la marque peut payer pour pouvoir. Oui, bien sûr. Si, on peut. Une voiture, par exemple, une voiture de sport dans un film, elle peut. Il peut être le sponsor du film ou de la série. Et je vais aller plus loin parce que tu sais quel sera mon nouveau travail. Bien sûr. Et que c'est carrément les artistes qui demandent aux marques pour participer à leur campagne de pub, etc. Par exemple, il y a eu un chanteur qui allait faire son clip de chansons et qui a demandé justement à la marque pour laquelle je vais travailler si on était intéressé pour que nos produits figurent dans ce clip. Donc carrément, c'est même plus le contraire. La marque qui va demander. C'est ça, c'est les artistes qui demandent. Bah oui, bien sûr. Donc, non, mais là, attends, on n'est plus parce que ça se faisait.
Mais là, vous parlez de certaines personnalités. C'est souvent des acteurs. Hein. C'est pas les acteurs qui contactent les marques. C'est l'inverse. Mais là, attention, on est quand même sur des gens qui oui, c'est sûr, c'est pas Georges Clooney qui a été frappé. Là, on est sur des gens qui ont connu la célébrité par Internet. C'est différent parce que, tu vois, t'as toujours... Aujourd'hui, en fait, Internet, il permet de te révéler sans passer par le casting, l'actrice, les films, tu vois, tout ce palmarès qui est dur. Il saute les étapes. C'est ça, tant mieux. Tu vois, ça a ouvert des portes, comme ma soeur me disait la dernière fois. Pour elle, TikTok, c'est révélateur de succès. Voilà, il y a des gens qui changent leur vie avec TikTok. C'était pas la vie de ta mère. Hein. Non, c'est pas la vie de ta mère. Elle avait dit quoi? Non, ma mère, je pense qu'elle avait dit ouais, c'est ça, ouais. C'est va travailler à l'école avant et ensuite on en reparle. Mais ouais, effectivement. Tu vois, tu as cette célébrité, mais c'est eux qui vont aller faire du démarchage, bien sûr, parce que ils vont pas, enfin c'est pas les marques vont pouvoir peut-être préférer payer un Georges Clooney ou tu vois un Leonardo DiCaprio, enfin tu vois, je sais pas, un acteur français bien sûr aussi, mais c'est plus, aujourd'hui il y a beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup. Pourquoi la marque, elle va... des fois, elle te connaît même pas, en fait. Elle sait même pas qui tu es. Il y a des gens qui ont 1 million, 2 millions, mais ils les connaissent. Ils sont pas forcément connus du monde entier. Quoi. Bah oui. Donc, au final, forcément que c'est l'influenceur ou le créateur ou la personne qui est connue sur Internet qui va aller démarcher. C'est son taf, en fait. Ça fait partie du taf. C'est ça. Donc, j'ai essayé d'étendre l'atmosphère en parlant d'un sujet de télé-réalité. Mais ce soir, notre sujet est très sensible et bien sûr scandaleux. Donc nous allons parler de l'abandon. Donc on va parler exactement du syndrome de l'abandon, ou on l'appelle l'abandonnisme, qui est un état psychologique de sentiment d'insécurité permanente liée à une peur irrationnelle d'être abandonné. Donc la personne qui souffre d'un état d'abandonnisme est en demande d'affection pour combler ce manque, ou bien c'est une personne qui souffre d'une séparation traumatisante du passé, ou un manque d'amour réel, et parfois ça peut être imaginaire. Donc c'est ça les causes de ce syndrome. Donc si vous avez peur qu'on vous quitte, ou bien si vous êtes très exigeant envers votre partenaire, donc il y a des gens, oui, ils sont pas en couple et ils se disent je suis pas aimé, je suis pas en couple, mais parfois il y a des gens qui sont vraiment en couple mais ils demandent plus d'attention, plus d'affection parce qu'ils ont peur d'être abandonnés. Donc c'est ça le syndrome de l'abandon. Il y a Clément qui rigole. On veut bien l'écouter, hein. On veut savoir. Chani, elle me faisait un signe pour me dire moi aussi, donc. La pauvre. Tu demandes plus d'affection, tu te sens abandonné, Chani. Vas-y, raconte-nous. Oui, je me sens abandonné. Raconte-nous, Chani. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait comme je me sens abandonné par Clément? Voilà, exactement. Oh Clément, c'est en direct. Fais quelque chose. On voit ça après l'émission. Non, je t'ai dit non. Merci, j'ai oublié. Myriam, dis-nous pourquoi tu as quitté le Canada. Vous allez vous dire, mais elle est bête sa question, elle parlait de l'abandon, elle a dit pourquoi tu as quitté le Canada. Mais je sais pourquoi j'ai posé la question. C'est comme ça? Oui, c'est comme ça. Vas-y. Écoute, je pense que tu as vu ma dernière vidéo YouTube. Oui. C'est d'ailleurs le titre. Donc, pourquoi j'ai quitté Montréal pour Paris. Et en fait, dans cette vidéo, j'explique à toute la communauté qui me suit depuis Montréal pourquoi je suis partie. Parce qu'en fait, quand je suis partie, j'ai un peu menti. J'ai jamais dit pourquoi j'étais réellement partie. On t'avait posé la question quand t'es venue en mois de septembre et t'avais dit non, c'est juste sur un coup de tête. Voilà. On l'a réinvité pour cette version. Pour avoir la vraie version. La version, elle était rapide. Je veux dire, non, j'ai envie de rentrer chez mes parents, j'ai envie de rentrer à Paris. On peut dire que t'as menti un peu. J'ai menti. My bad. La preuve que les influenceurs, c'est des mythos. Ou alors, ça en faisait partie. Non, bien sûr que. D'ailleurs, c'est dans ma vidéo que je le dis. Je ne vous ai pas tout montré et j'ai faké en fait pendant toute mon expérience parce que j'ai jamais voulu véhiculer des mauvaises vibes sur mes réseaux sociaux. J'ai jamais pleuré, j'ai jamais été déprimée, j'ai jamais voulu montrer le négatif. J'ai toujours voulu aspirer le positif, dire tu vois, je sais pas, t'es sur les réseaux sociaux,
t'as envie d'ouvrir une story, est-ce que t'as vraiment envie de voir quelqu'un pleurer? Est-ce que t'as envie de regarder quelqu'un qui te dit oh je suis déprimée? Est-ce que t'as envie zappe direct? Bah oui, des fois, je suis pas trop d'accord quoi. Et sauf pour dire ça dépend. Ça dépend. Genre si t'es tout le temps bien, t'aimes bien voir que des gens qui pleurent. Non mais si t'es tout le temps bien et tout, il va dire ah putain, enfin pour être vulgaire, la connasse elle s'habille bien, elle est dans des beaux endroits, etc. Alors que tu vas faire une story où tu vas donner ton ressenti, ça peut rendre plus humain. Elle est comme nous, elle a des problèmes, etc. C'est vrai, c'est ça. Excusez, je vais juste vous couper. Clément, pourquoi on me dit que le numéro WhatsApp est faux? C'est pour ça qu'on reçoit pas les appels. Parce que Clément veut pas qu'on nous appelle, il veut me garder rien que pour lui. Non mais c'est bien le 07 71 59 62 68. Bah oui, c'est ça, c'est le numéro que j'ai. 07 71 59 62 68 par SMS. Alors dis-leur d'envoyer un SMS d'abord parce que s'ils appellent, ça risque peut-être de bugger. Oui, ils envoient sur WhatsApp. S'ils envoient un message sur WhatsApp. Pour ceux qui sont en Algérie, c'est 00 337 71 59 62 68. Et si vous êtes célibataire, vous pouvez aussi envoyer un message pour Clément. Et pour Choni. Alors je vois pas du tout le lien. Et Clément, la vidéo sur toi, s'il te plaît. Je crois que Choni avait un message de Clément. La régie montre Clément. Voilà notre Clément. On fera une émission séduction juste après si vous voulez. Là, et Myriam qui dit ah ouais, elle est intéressée. Je viens, écoute. Vas-y, mais je vous ai coupé, je m'excuse. C'est pas que la crise sanitaire en ce moment, c'est la crise tout court. C'est la crise sentimentale. On va y remédier. Non mais en fait le truc c'est que je suis d'accord avec toi Nourdine. D'ailleurs c'est ma dernière vidéo, c'est celle qui a pop-up sur mon... c'est la dernière, c'est la classée numéro 1. Il y a un truc qui va pas. Les gens ils se sont dit attends, elle est pas bien là, elle est pas bien, je vais regarder jusqu'au bout. J'ai eu un temps de rétention de minutes qui a explosé, les gens ils ont regardé toute la vidéo, tu vois, je me suis dit ah ouais en fait finalement les gens, pourtant moi je te dis la vérité, à chaque fois que je vais faire une vidéo je me dis oulala, il va falloir qu'au montage je fasse ça, je fasse des animations, que je fasse des sons, que je fasse de la musique, que je fasse des transitions, que je fasse, tu vois, pour dynamiser au maximum. Là je me suis dit bon, aujourd'hui je pense que je vais dire la vérité, donc je vais juste mettre on sur la caméra, je vais m'asseoir dans ma chambre, je vais parler. Comment t'as pris cette décision? C'était juste comme ça sur un coup de tête? Non, mais c'est parce qu'en fait, ça y est, le problème il est résolu. D'accord. Qu'il fallait que j'en parle parce que tout le monde est en train de tout le monde me posait cette question depuis des années, depuis un an, depuis des semaines, à chaque fois. Mais pourquoi t'es partie finalement? Est-ce que tu préfères pas? Surtout en plus, tu vois, les gens ils aiment bien te dire ça parce qu'il y a plein de problèmes en France. Alors ils disent mais pourquoi t'es pas resté? Tu vois, alors reste là-bas, t'es mieux. Le Canada, c'est on va dire c'est le rêve pour les Français. Ouais, c'est ça, c'est l'Eldorado, Montréal, voilà. etc. C'est comme le rêve américain. Quoi. Oui, voilà, exactement. C'est un peu vu comme ça et donc au final. Je me suis dit bon je vais faire cette vidéo et franchement je me suis dit je vais pas faire de montage, il n'y a rien à monter. Il n'y a pas, tu vois. Et je me suis dit, cette vidéo, de toute façon, elle va flopper. C'est pas grave, hop, tu balances. De toute façon, je dois faire une vidéo par semaine. Allez, Myriam, vas-y, c'est pas grave, ça sera celle-là, elle va flopper, puis c'est tout. Et là, en fait, je vois l'ascension quand je la mets live. Et les gens, et encore aujourd'hui, il y a des gens qui m'envoient des audios et qui me disent... Mais putain, en fait, je crois que je suis atteinte de ce syndrome et je le savais pas. Et j'ai eu cette réaction. Et merci de nous avoir exposé ça et tout. Mais bon, bref, le sujet, c'est que oui, effectivement, les gens aiment bien s'identifier aux situations de la vie réelle. Oui. Je suis d'accord. Mais en même temps, c'est faux dans le sens où les gens, ils aiment les paillettes, l'argent et le luxe. Quand tu vois l'engagement que ça fait, quand des gens, ils sont à côté du Burj Khalifa versus toi, t'es dans ta chambre, dans ton lit, excuse-moi de dire ça. Oui. Je vais pas te mentir, les gens ils ont envie de rire, ils ont envie de voir des paillettes, ils ont envie de kiffer, ils ont envie des fois de s'évader tout simplement. Mais il faut pas que ça. Il faut la jauge entre les deux en fait. Il faut pas que ça. Il faut montrer, en plus quand t'es un personnage public, il faut que tu montres aussi ta vraie vie, tes vrais problèmes. Non, c'est clair. En fait, le truc c'est que c'est un mensonge indirect, c'est pas direct. J'ai pas dit, en fait, je leur ai jamais parlé de ce qui m'était arrivé. C'est juste ça. Je leur ai jamais parlé de mon histoire de couple. Parce que je voulais pas aller dans cette direction. Oui. Et ça n'avait pas de rapport. Tu voulais pas mettre ta vie privée en avant. C'est la mode. De quoi tu
tu parles ton couple ça va pas, tu te sens pas bien. Non, rien à voir. Je faisais la mode, j'expliquais mes études et pour moi c'était direction, c'était carré, tu vois. Et je me disais que ça n'avait pas lieu d'être sur les réseaux, de venir comme ça parler de son couple et tout. Enfin, c'était pas mon histoire, c'était pas mon truc. Et au final, j'avais pas le choix, j'allais quand même pas leur dire oui, ça va pas aujourd'hui. Donc j'essayais quand même de motiver, de leur dire que tu peux, en tant que personne, aller suivre tes rêves à l'étranger, faire des études. Tu vois, c'était ma force. Tu voulais pas donner une mauvaise image de Montréal. Ouais, voilà. Oui, puis tu voulais pas faire la fille qui était super intéressée par Montréal, etc., qui a vendu du rêve et puis qui tout de suite après change d'avis et dénigre la vie et tout ça, pour d'autres problèmes plus personnels. Exactement. Et c'est pour ça, en fait, que l'année dernière, justement, pourquoi j'ai fait cette vidéo, parce que l'année dernière, quand je suis rentrée, j'avais tellement un goût amer dans la gorge, dans la bouche, que j'ai limite détesté cette ville parce qu'elle m'a rendue triste, j'étais dépressive, j'étais déprimée, je mangeais plus, je dormais plus, j'étais pas bien, vraiment j'étais pas bien, parce que quand je suis arrivée c'était l'aventure et déjà tu vois ça fait peur, tu prends tes affaires et tu pars à 7 heures de chez toi, tu vois, t'es quand même isolé, même si t'as des amis et tout sur place. Et le fait que tu viennes de te fiancer, que t'allais te marier et que le gars t'appelle en FaceTime et il te dit ben non, en fait, ça va pas le faire. Et que tu dis c'était le choc. Je tombe des nues. Non, tu vois, je voulais pas réaliser. Et au final, ça m'a tapé dans le dos. Mais j'avais ce fameux projet de recherche que je suivais et je me suis dit non mais de toute façon il va falloir que tu restes connecté, concentré. T'es là pour une chose, ton master et c'est bon. Et après on verra, tu vois. Tu as eu du courage de poursuivre tes études malgré la souffrance et malgré le choc que tu as eu. On peut l'appeler. Ouais, bien sûr, parce que je savais que personne allait me donner mon master et sûrement pas lui. Donc je me suis dit écoute, tant pis, c'est pas grave, c'est que c'était pas fait pour être comme ça et ça m'a forgé, mais j'ai pas pleuré et puis je pouvais pas montrer à ma famille que j'étais atteinte parce que psychologiquement je me disais ma mère elle va me dire non mais rentre à Paris. Ma mère, le nombre de fois où elle m'appelait, elle me disait bon écoute ça y est, je te prends un billet, rentre à Paris, abandonne ce master, c'est pas grave, tu vas continuer ici. Parce qu'elle savait que t'allais pas bien ou parce qu'elle voulait pas que tu sois loin d'elle? Elle disait le froid, le machin, le truc, toute seule là-bas et tout, galère, machin. Non, elle s'est dit allez c'est pas grave, mais je lui disais non, mais n'importe quoi. Je vais finir, et c'est ce que j'ai fait. Et je me suis dit, quand ça sera fini, je pourrai prendre mes affaires, rentrer, prendre des décisions tranquilles. Et au final, c'est vrai que en ce moment, j'ai quelque chose qui me passionne très très bien, qui est le marketing pharmaceutique. Et j'ai fait des études pour ça et je suis très épanouie là-dedans, mais j'avais besoin de cette reconstruction. Cette année de Covid, de confinement et tout, elle m'a permis de me poser, de me dire profite de ta famille, kiffe et puis finalement on se remet de tout avec le temps. Oui, mais tu disais que tu savais que tu allais quitter Montréal juste après la fin de ton master, mais c'est pas ce que tu as fait. Tu es venue juste comme ça à Paris sans ramener tes affaires et tu as décidé de rester. Pourquoi? En fait, raconte-nous ce qui s'est passé exactement. Parce qu'en fait, et je pense que ça c'est un des sujets d'ailleurs que les étudiants ont, ou des personnes qui vont à l'étranger, qui se mènent qui se battent. À dire je vais réussir, alors qu'en fait non, c'était du suicide de repartir parce que je me sentais vraiment pas bien et je me suis dit mais des opportunités de boulot il y en a partout, il y en a pas qu'à Montréal. Donc c'est pas parce que tu rentres chez tes parents que tu rates ta vie. C'est un échec. Ouais. Mais il y en a plein. J'ai eu ce sentiment moi aussi quand je suis partie à Londres et que je suis rentrée parce que mes potes me manquaient trop, mais j'étais tellement bien et je suis partie en fait, je suis rentrée en Bretagne, donc je viens de Bretagne. La salle de l'ambiance. On le dit. Pourquoi chaque fois on est obligé de le dire qu'on vient de Bretagne? C'est pour ça que t'es née à Londres, je pense. C'est fou ça. C'était de Bretagne. C'est fou ça. J'étais obligée de le placer là sur cette émission. Bref, et j'ai eu le même sentiment que toi quand
je suis restée, que je me suis dit, est-ce que j'ai laissé ma valise à Londres, hein. Ouais, bah ouais. Bon, j'ai de la chance, j'étais chez ma tante, donc elle est en sécurité, mais je suis toujours pas. Enfin, bref. Ouais. Et du coup, j'avais vraiment ce sentiment-là. Je me dis, bah, tu t'es tout donné, t'as tout donné pour y aller, t'as eu des opportunités, et tu préfères rester là, faire des soirées avec tes potes. Mais c'était simplement parce que j'étais pas bien. Et c'est pas un échec. Exactement. C'est pas un échec. C'est pas un échec, exactement. En fait, c'est juste. Il faut pas dire que c'est un échec. C'est juste, on va dire, faire un step back, donc un pas en arrière, et pour mieux rebondir. C'est ça, c'est un chemin différent. Moi, je vois ça comme un chemin différent. L'année prochaine, ça y est, j'ai encore envie de partir. Ah bah voilà. Après, je sais pas où ça. Alors c'est la question, parce que grande aventurière, comme je voulais pas rentrer ni à Montréal, ni rester à Paris. L'année dernière, je me suis lancé le défi d'aller à Dubaï. J'allais le dire en plus. En plus, ta filière. Ouais, il y a pas mal. Il y a du taf, hein. Exactement, il y a du taf, il y a du boulot. Elle va créer Myriam Beauty à Dubaï. Tu vas nous inviter, hein. T'as pas besoin d'une assistante. Je m'appelle Shoni, hein. Donc, je suis impressionnée. Shoni, Shona, on n'est pas loin. Ah ouais. Comme une célèbre assistante. Hein. Non, mais... dire, oui, Shoni, Shona Evans, oui, c'est de la famille. Tu peux faire Shoni Evans, ça peut passer. Tu seras bien recherché sur Instagram, ça va passer. Les gens vont t'abonner, vont se dire c'est bon, peut-être que c'est quelque chose et tout. C'est plus scandale, là, c'est les affaires. On va faire quelque chose ensemble. On va aller non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, dans l'industrie pharmaceutique, il y a pas mal de choses là-bas. Il y a beaucoup. Il y a Science Dubai Park qui est une mini-ville en fait où toutes les industries pharma se retrouvent. Et en fait, c'est vrai que pendant un mois, je me suis dit allez, c'est bon, vas-y, va à l'aventure. Et c'est le sujet de la vidéo de demain, donc je vais regardez la vidéo de ça, mais elle est toujours pas montée. Du coup, tu vas pas dormir. Nuit de malade. Voilà. Nuit blanche. Non, bon, ça va, c'est pas ouf. Hein, c'est une face cam, donc il y a pas 10 000 montages à faire. Bon, ça va. Couvre-feu samedi soir. Ouais, tranquille, y a rien à faire. non mais donc c'est vrai en fait en soi, donc c'est pas un échec de rentrer chez ses parents, surtout si de base vous êtes des gens qui ont de l'ambition et moi je pense que c'était juste un temps de pause, un temps mort qui me permet aujourd'hui de valoriser mes fois 1000. Mais c'est vrai, les étudiants, ils prennent ça pour un échec. Ouais. D'ailleurs, il y a un étudiant, Allah yarhamou, qui est décédé avant-hier. C'est un étudiant algérien, donc il a fini ses études. Il a fait une demande de changement de statut et ils lui ont pas accepté sa demande. Donc, on lui a donné un kit, donc quitter le territoire français. Et tellement il était choqué qu'il a eu un arrêt cardiaque et il est décédé. Oh mon Dieu. Ah ouais, putain. Oh là là. Ouais. Donc ça affecte vraiment les étudiants, le fait de rentrer chez leurs parents ou de retourner dans leur pays. Pour eux, c'est vraiment un échec. Ouais, surtout si son projet était, après ses études, de travailler ici. Parce qu'il y en a qui viennent faire leurs études en France et qui souhaitent retourner travailler dans leur pays, en fait. Exactement. Oui, c'est ça. Donc là, c'est chaud, quoi. C'est ça. Mais c'est ça. Et donc, au final, j'ai laissé toutes mes affaires à Montréal. Jusqu'à maintenant Ouais. Non. Là, je te jure. J'irai te chercher si tu veux. C'est pour ça que t'as envie de retourner en fait. Non. Ses vestes lui manquent, hein. Et ses sacs. Un petit conteneur. C'est fou, quoi. J'avais un lit, enfin bref. Un déménagement, mais ça a été franchement, je remercie. Et tes affaires sont où, dans un box? Écoute, ils sont chez une amie à moi. D'accord. Elle a des valises dans son garage. La pauvre. Heureusement, c'est dans son garage, pas chez elle. Ouais. Donc ça c'est pour mes vêtements et puis faut pas que ça pique dans le garage. J'ai tout vendu et j'ai tout donné. En fait j'ai gardé 2 valises sur 3 ans et Dieu seul sait que j'ai acheté toutes les semaines des vêtements. et c'est ça, quand on va pas bien, on fait du shopping. Ouais, exactement. Les gens qui c'était ton remède. C'était un remède, mais c'est éphémère, hein. C'est à court terme. Et tu te rends compte, en fait. Et le truc qui te tue encore plus, c'est quand tu rentres chez toi, que t'as des sapes, mais que t'es à moins 1000 sur ton compte, quoi. Et que tu te dis, putain, alors déjà que je suis pas bien psychologiquement, mais alors voir ça encore plus. Et c'est un cercle vicieux, hein. C'est un cercle vicieux dans lequel pas mal de gens rentrent. Et ça se voit, en fait, des gens qui sont déprimés. Ça se voit, ils sont tout le temps dans les magasins, ils sont tout le temps en train de faire des achats n'importe quoi. Raconte-nous comment t'as passé cette période. C'était sec. Franchement, c'était dur. Tu faisais quoi pour surpasser ou pour oublier ça? Il y avait que ça, et même ça, c'était plus suffisant à la fin.
Et est-ce que tu avais un entourage amical ou pas? Ouais, j'avais un entourage amical, mais comme je le dis dans la vidéo, et d'ailleurs mes amis ont vu ma vidéo et ceux qui étaient à Montréal. Tu leur as caché justement. Et en fait, je leur ai vraiment dit qu'à la fin. D'accord. Et pour moi, c'était parce que ça fait partie de moi. Je montre jamais mes faiblesses. Je montre pas. Pour moi, il faut toujours. Je pense que c'est mon signe astro. Je suis Lion. On aime, tu vois, genre briller de mille feux et on n'aime pas montrer nos faiblesses. On n'aime pas. Bon, l'être humain en général n'aime pas montrer ses vulnérabilités, mais alors encore moins les lions. Les lions, on est non, il faut toujours que l'image soit bonne, que ça soit à 100% top, qu'on aille au top, qu'il y a cette extravagance un peu, mais qui bouffe la vie au final, hein, parce que ça veut dire que tu es toujours en train de contrôler tout, et puis au bout d'un moment, en fait, il faut juste arrêter. Et c'est pour ça que je me suis dit, aujourd'hui, je fais rire les gens, je leur montre tout le temps des belles tenues, et je vais aussi leur dire la vérité et leur dire que, en fait... non, c'était pas top. Et pourtant, j'ai eu plein de gens qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit on est choqués. On est choqués parce que. Oui, moi en regardant la vidéo, j'étais choquée. Tu nous faisais rêver à Montréal, la nana qui fait des brillantes études en biochimie, qui s'habille bien, qui fait des superbes études, qui est jolie, qui est machin, qui est ceci, qui est cela. Et en fait, c'est juste que, mais non. Vous voyez, pour nos chers auditeurs et les auditrices, et Myriam, c'est un exemple. Tout ce qu'on voit sur les réseaux n'est pas vrai. Oui. Ces gens-là que vous voyez, ils ont une belle vie, ils sont bien sapés et tout ça, ils peuvent avoir des problèmes quand vous... Bien sûr, mais d'ailleurs, la plupart du temps, les gens qui se montrent comme ça sans cesse, sur les réseaux, ou tu vois, même les trucs de couple, là. Tu vois, les couples que tu vois de façon omniprésente sur les réseaux, ça veut pas forcément dire que ça va dans leur couple. Hein. Généralement, c'est vraiment la crise dans leur couple. Souvent, c'est la crise dans leur couple, d'ailleurs. Ils font ça pour sauver, peut-être. Bien sûr, pour se rassurer. En fait, il y a quelque chose qui est malsain dans les réseaux sociaux. Et bon, après, il y a plein d'autres choses positives, attention. Mais il y a quand même un bad side. C'est l'image et la reconnaissance que tu peux avoir à travers des likes, des commentaires et tout ça. Et derrière, en fait, quand t'as plus autant d'engagement, quand t'as plus autant de retours, t'as l'impression que les gens ils t'aiment pas. T'as l'impression que ça y est, tu plais plus autant. T'as l'impression que ça y est, t'es oublié et tout. Et en fait, t'as envie, quand toi tu te sens pas bien, t'as envie de te rassurer. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas poster une photo. Mais ça, c'est quand tu te sens pas bien, hein, parce qu'il y a des gens qui se sentent bien. Par exemple, hier, j'ai posté une photo, tout va bien dans ma vie. non, mais c'est-à-dire qu'en fait, ils vont se rassurer, ils vont aller sur le réseau, ils savent qu'ils ont une fanbase, et du coup, en fait, ils vont voir les commentaires et voir que des trucs bien. Et du coup, ça va les se sentir bien. Mais ça crée j'avais vu un reportage comme ça crée une sorte de dépendance aussi, une sorte c'est pas la dopamine, je crois, quelque chose. Et plus on va poster. On a un appel. Allô? Allô, bonsoir. Ça va? Bonsoir à tous. Ça va? Bonsoir. Ça va. C'est qui? Alors, c'est Sabrina. Enchantée, Sabrina. Ah, je te connais. Et oui, c'est Baïsabre. C'est Baïsabre sur Instagram, oui. Je la connais aussi. Alors déjà, je vais rentrer rapidement dans le vif du sujet puisque c'est pour ça que j'appelle. Sur le sujet effectivement de l'abandon, déjà j'aimerais te remercier et remercier l'ensemble des personnes qui sont autour de toi et qui en parlent. Merci à toi de nous avoir écoutés. Et ça fait partie des sujets presque tabous qu'il faut casser parce que y a des personnes qui ont besoin d'entendre que elles sont pas seules en fait et qu'elles sont surtout comprises. Et je remercie aussi Myriam d'être là et de parler de son expérience personnelle. Je pense que c'est un peu frais encore et franchement je lui tire mon chapeau, elle a de quoi être fière. Merci. Merci beaucoup. donc ça m'étonne pas. Mais voilà, enfin, je sais pas si je peux m'étaler 5 minutes sur le sujet. Oui, mais bien sûr, on t'écoute. Alors moi c'est vrai que j'ai vécu une expérience qui est un peu similaire à celle de Myriam. Donc voilà, j'avais un partenaire avec qui j'ai été fiancée, donc il y a les parents et l'engagement, etc. Et moi c'est pire, hein, je l'ai pas appris en FaceTime, moi je l'ai appris d'une personne que je ne connaissais pas, qui m'a croisée dans la rue et qui m'a raconté toutes les vérités que je ne savais pas. Voilà. Donc ça a été un choc très brutal et c'était, on va dire, la relation sur laquelle j'avais tout misé pour sortir justement de ce syndrome d'abandon que j'avais connu dans le passé. Ouais. Donc c'était la massue sur la tête et c'était voilà, le choc supplémentaire.
Et aujourd'hui, on parle d'abandon, c'est vrai, mais pour moi, il y a 2 types d'abandon. Il y a effectivement cet abandon auquel on fait face de plein... Voilà, ça nous vient dans la figure, on le vit directement. Et il y a un autre abandon que j'appellerais plutôt un abandon indirect. Et ça, c'est quand on souffre peut-être d'un manque d'affection, mais vraiment sur le long terme. Et ça peut être dans la sphère familiale ou dans la sphère amicale, etc. C'est déception sur déception. Sur le moment, on s'en rend pas vraiment compte. Et il faut savoir qu'il y a même les enfants qui souffrent de ce syndrome d'abandon. Il n'y a pas que les adultes. Tout le monde. Exactement. En fait, une des problématiques du syndrome de l'abandon, c'est que parfois ça survient à l'enfance et que ça poursuit en fait l'enfant jusqu'à l'adolescence. Où il a encore plus besoin de reconnaissance, de briller, de se sentir valorisé. Et c'est pas être égocentrique, c'est pas vouloir être le centre du monde. Non, du tout. C'est juste que ce sont des personnes qui sont plus sensibles et qui ont besoin d'être poussées et mis en valeur pour pouvoir continuer à avancer, à évoluer. C'est ça, mais en fait, ce problème, il faut le résoudre tôt ou tard parce que, de un, on n'est pas forcément accompagné toute la vie. Quand tu perds tes parents ou quand tu es célibataire, il faut pas absolument que tu sois en couple, tu vas pas te mettre avec le premier venu. Perdre ses parents, c'est quelque chose de naturel, c'est la vie, quoi. Hein. C'est triste, mais c'est quelque chose qu'on peut pas... Tu vois, c'est indéniable, c'est fatal, on n'a pas le choix. Et donc, un jour ou l'autre, il faut quand même apprécier sa compagnie. Et je pense que c'est super important de se dire que demain, si tu pars dans un pays, même pour 6 mois, et que tu es seul, tu vas devoir kiffer seul, en fait, ou gérer seul. Parce que t'as pas le choix. Des fois, tu te retrouves dans des situations et tu vas dealer, tu vas devoir gérer ça. C'est ça. Et donc, après, oui, ça vient d'un traumatisme. Hein. J'ai des amis aussi qui souffrent de ça. Souvent, c'est parce que tu as perdu un parent ou parce que tes parents sont divorcés et que ça en a peut-être. Et parfois même quand les parents ils sont loin. Moi par exemple, c'est ça. Moi en 2016 quand je suis venue en France pour faire mes études, c'était pas mon choix, c'est mon père qui m'a dit mais il faut aller faire tes études en France et tout ça. Donc il m'a accompagnée. Quand je suis venue dans l'avion, j'étais avec lui. Donc dans ma tête c'était je pars en vacances comme d'habitude. Et ici j'étais avec ma cousine. Mon père il est resté avec moi pendant 1 mois. Après il y a mon frère aussi qui est venu, donc il est resté avec moi. C'était du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre. Ils sont repartis en Algérie tous les deux. Et là, je me suis retrouvée toute seule. Pendant 1 mois, ils ont pas pu venir. Et moi, j'avais pas encore ma carte séjour pour partir parce que quand on est étudiant, on a le visa, il faut attendre. Donc, je pleurais chaque nuit. Je me sentais vraiment abandonnée. Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Je peux pas rester 1 mois sans voir mes parents, mais là comme c'est le confinement c'est ça, tu te retrouves dans une, t'as pas le choix. Moi je peux pas aller en Algérie, c'est ça, tu vas pas te pourrir la vie, tu vas pas arrêter de dormir, c'est ça. Il faut apprendre à aimer la solitude aussi, je pense. Et en fait le problème c'est que c'est pas explicite, c'est pas expliqué, tu vois en fait surtout dans nos cultures maghrébines, je dirais en fait c'est tu nais dans ta famille, tu restes avec tes parents jusqu'à que tu rencontres quelqu'un c'est ça. Tu dois sortir de chez toi. En fait tu sors pas pour aller seul, tu sors parce que tu t'es marié et que tu vas en couple. Et en fait t'as jamais cette transition de rester seul. Tu nous écoutes, Sabrina? Oui, en fait, si je peux me permettre d'intervenir par rapport à ce qu'elle dit, elle a complètement raison. C'est qu'en fait, à aucun moment, on se retrouve face à soi-même. C'est ça. Complètement. Par soi-même. Et ça, c'est super important, et pas que pour nous, pour aussi l'étape suivante, si on souhaite se marier ou si on souhaite continuer dans quelques projets. Il faut se connaître, il faut pouvoir se connaître. Et c'est un des avantages de l'abandon, c'est que lorsqu'on nous abandonne, si on a ce sentiment d'abandon, c'est que on a été lâché par la personne qui est la plus importante pour nous à l'instant T, et qu'autour de nous, pour nous, il n'y a plus rien. Même si on est entouré, on ne le voit pas. Et c'est à ce moment-là qu'on se retrouve face à soi-même et qu'on se découvre et qu'on a cette opportunité de vraiment se reconstruire. C'est difficile, c'est très très dur parce qu'on perd tous ses repères. Mais il ne faut pas perdre espoir. C'est ça. Et on risque d'avoir des crises d'angoisse. Moi, c'est resté jusqu'à aujourd'hui. J'ai des crises d'angoisse à cause de ça.
Je comprends. Ouais, il faut réaliser que c'est pas vivable. Qu'on se fait du mal à soi-même et qu'on arrive à un certain seuil, je pense, à un certain moment dans sa vie où on a envie d'accomplir des choses. Et on sent ce fardeau qu'on traîne depuis très longtemps. Et on se dit, ok, à un moment, en fait, soit j'allais dire Sabrina, parce que moi, je me parle beaucoup. En fait, Sabrina, c'est soit tu lâches tout ça et t'avances, soit t'avanceras plus, en fait. Ou alors t'avanceras et t'avanceras mal. Je pense à l'étudiant, je t'ai entendu parler, Nazia, juste avant, qui a eu une crise cardiaque, le pauvre, pour un changement de statut. Ça devait certainement être quelqu'un qui avait beaucoup de choses sur les épaules, sur le cœur, etc. C'est triste. Bon, moi, j'ai mes croyances. Paix à son âme, oui. Il devait nous quitter à ce moment-là, mais il aurait pu nous quitter autrement. Donc, pourquoi, je reviens juste à ce que disait Myriam aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, toi, t'es sur ton téléphone, t'as envie d'ouvrir des choses pour changer les idées. Mais il faut aussi mettre en avant certaines choses et peut-être positivement. Voilà. Oui, pour que les gens s'identifient et ils savent comment surpasser cette période. C'est important, c'est pour les aider aussi. Qu'en plus qu'ils s'identifient, il faut leur montrer que c'est possible de s'en sortir. Exactement. Mettre le problème en avant et proposer une solution, et ça, c'est super important. Bien sûr. Oui. Il faut toujours, moi je pense que sur les réseaux sociaux, il faut toujours rapporter une valeur ajoutée aux gens. C'est vrai. Merci beaucoup Sabrina pour ton intervention. Merci Sabrina. Gros bisous, merci. Ciao, bonne soirée. Merci. Oui, tu disais Myriam, oui. Donc ça sert à quoi en fait de suivre des gens qui t'apportent rien? Qui sont à Dubaï, qui te montrent des produits, qui te montrent ils sont en soirée. On voit plein chat. Il faut montrer un peu la vraie vie. On a envie de voir la vraie vie, la réalité. C'est que leur vie, en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas de problème, mais c'est que c'est pas nos problèmes. Tu vois. Par exemple, la dernière fois, j'ouvre la story de, je crois que c'est Maëva. Et elle dit... Maëva, elle raconte beaucoup sa vie. Ouais, bien sûr. Elle dit, je me sens pas bien. En fait, finalement, je suis pas bien à Dubaï. Ma famille me manque. Sarah Frézou. Non, c'est Maëva. Sarah Frézou aussi, elle est à Dubaï en ce moment et elle le dit, tu vois. Elle dit, voilà, je sais que vous allez me dire, j'ai l'argent, j'ai machin, mais ça va pas, je me sens pas bien. Il y a pas mon mari, il y a pas machin, il y a pas ceci, il y a pas truc. Et en fait... bah oui, ces gens-là, c'est des humains, c'est des êtres humains. Non, mais c'est sûr, on peut avoir des milliers sur son compte et se sentir seul, quoi. Même en étant entouré, se sentir seul. Bien sûr. Et en fait, c'est vrai. J'ai fait face, tu vois, quand tu vois, ma mère, elle me disait, parce que je sais que ma mère, elle croit pas à la psychologie, le psy et tout pour elle. J'allais poser la question. C'est quoi ces conneries? D'ailleurs, je me rappelle la première fois que je lui ai dit, bon, écoute, je vais aller chez le psy. Elle m'a regardée l'année dernière. Oh putain. Elle m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ces conneries encore à ce point. J'ai l'impression que j'avais annoncé un truc et que j'ai un décès dans la famille. Elle m'a dit quoi? Je lui ai dit écoute, tu peux m'accompagner et tout parce que je me sens pas bien. J'étais vraiment pas bien et tout. Je me suis dit écoute, je vais tenter tout pour le tout. Je vais tenter le tout pour le tout. Vas-y, je m'en fous, j'ai jamais fait. Pourquoi pas? Si je fais, je suis pas convaincue, mais au moins tu vois j'ai fait. Je supporte pas de parler, d'avoir des idées et de ne pas avoir testé quoi que ce soit. Donc je me suis dit vas-y, c'est pas grave, je vais le faire et tout. Tant pis, je passe pour une folle, une dingue, tout ce que tu veux. Mais c'est ça, les gens, ils font pas la différence entre un psychiatre et un psychologue. Oui, et pour nous, surtout les Maghrébins. non, mais nous, ça n'existe pas. Oh là là, tu vas aller chez le psy. T'es malade, t'es fou. C'est ça, c'est la fin du monde. Il n'y a qu'un seul psy, c'est Dieu. Oh oui, tu racontes déjà tes problèmes. Non, mais ils confondent entre le psychologue et le psychiatre. Pour eux, si tu vas chez un psychologue, c'est un psychiatre. Donc, tu es dans un état psychiatrique. Ça va pas. Et puis moi, par exemple, pour en avoir discuté avec mon père, tout ce qui est stress, tout ce qui est dépression, etc., ça n'existe pas en fait. Tu du moment que t'as un toit sur la tête et que tu manges, en fait, pourquoi t'es déprimé en fait? Mais si Hamd Rabbi, tu remercies pas Dieu. Exactement. Elle me disait, mais comment t'as un toit, t'as des vêtements, t'as machin. Chez tes parents. Il y a des gens, ils n'ont rien et toi t'es là. Je dis, je vais aller voir le psy, 70 €, 30 minutes. T'as le moyen d'aller chez le psy aussi. Mais va à la boulangerie, achète-toi une pâtisserie. Non, ma mère, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Et finalement, elle t'a accompagnée? Avant de. Je me rappellerai toute ma vie, je pense. Ouais, elle t'a dit quoi? Elle m'a accompagnée juste avant que le psy ouvre la porte. Elle me dit, putain, si t'avais 50 000 € sur ton compte, t'inquiète pas que tu serais pas ici. Et moi, je lui dis. Elle me dit, tu seras en vacances en train de kiffer ta life et il y aurait ni psy, ni Walou.
C'est la vérité. Et elle m'a tué. Et le psy, et moi, elle me balance ça juste avant le ouvre la porte. Il m'appelle et moi, j'étais putain, maman, tu comprends rien. La punchline. Non, ma mère, c'est la pro. Mais elle a raison. Mais elle nous termine à la maison. Et laisse tomber, c'est catastrophe. Ah ouais, non, franchement, laisse tomber. Elle me fait rire, mais elle me sort des trucs. Et du coup, elle me dit ça. Et moi, j'y vais 3-4 séances. Après, elle me dit, bon, 70 € 30 minutes, Myriam, va falloir quand même régler vite les problèmes parce que là, c'est bon. Plutôt, non? Voilà. Au final, du coup, je lui dis, bon, allez, ok, je vais aller à Dubaï. Et là, du coup, elle me dit, bon, ok, vas-y. De toute façon, ma mère, je pense que l'année dernière, la pauvre, elle a dû rien comprendre. Elle a dû se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une fille qui vient de rentrer de l'étranger, qui me dit qu'elle veut aller au psy, que finalement, elle reste un mois à Dubaï. Mais attends, en plus, le mois à Dubaï, au début, j'ai pris une semaine. Je l'appelle de là-bas, finalement, j'ai extendu mon billet. Je reste un mois. Elle va se dire, mais elle a quoi cette fille? Non, elle m'a dit, là, il y a un souci. Qu'est-ce qui se passe? Et moi, je travaille, je bosse. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu bosses? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui va? Mais non, mais enfin bref, franchement, je lui ai fait voir de toutes les couleurs la pauvre. Mais en tout cas, tout ça pour dire que... et les mamans, elles ressentent quand on va pas bien. Ouais. Puis elle a été là. Ouais. Oh, bah, elle a été là. Bah, en fait, le truc, c'est que... Alors Myriam, ta voix... C'est un psy. C'est en fait. C'est elle qui me fait rire. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui sont à des personnes qui sont atteintes du syndrome de l'abandon? Est-ce que c'est de faire du sport, d'aller à Dubaï ou de voir des spécialistes? Honnêtement, je le dis dans ma vidéo, Dubaï, j'ai dit si tu as des problèmes, tu peux être aux îles Caraïbes, tes problèmes ils seront là. Franchement, je me réveillais à Dubaï et comme je le dis encore une fois, j'étais dans un Dubaï qui était high level. J'ai de la chance, j'avais des amis qui étaient là-bas très bien installés et j'ai pu profiter de ça. Donc même avec tout le luxe qu'il y avait autour de moi, et j'avais honte de me sentir mal. Tu vois, ils allaient au taf le matin. Moi, j'avais l'appartement toute seule, je chillais et tout, je mettais la musique, j'étais en face de la mer, j'étais downtown. Enfin, franchement, le luxe du luxe, quoi. Je te le dis vraiment. Et j'avais honte. Je me posais dans le balcon et je me sentais vide. Mais vide. Genre, t'avais aucune énergie pour profiter de tout ça, en fait. Rien. Et je me disais, bon, écoute, tu sais quoi, tu vas aller travailler, tu vas aller trouver un boulot et tout, parce que là, c'est pas possible et tout. Et au final, donc, non, c'est pas Dubaï, c'est pas Caraïbes, c'est pas Cuba. C'est toi. C'est toi. Le sport, en général, c'est bon pour la santé. C'est pas que quand tu as un syndrome de l'abandon. Moi, je suis persuadée que le sport, c'est un besoin physiologique, honnêtement, aujourd'hui. Après, ça dépend, tout est dans l'excès. C'est pas la peine de faire 50 milliards de pompes et aller tous les jours à la salle, etc. Tu vois, toujours avoir un équilibre dans sa vie. Je pense que le sport, ça doit faire partie de soi. Oui. Ça aide, mais ça fait pas tout. C'est éphémère un peu. T'as les endorphines après ta séance de sport, mais après, c'est un exutoire sur le moment. Tu vas pas. Il faut faire du sport pour se faire plaisir et non pas pour un objectif précis, de poids. Tu vois, c'est ça. Après, tu peux. Il y a des gens qui se lancent des défis et il y a des communautés de sport et tout. C'est génial. Mais je pense que aller voir des spécialistes, ça dépend en fait de qui tu vas voir. Tu peux tomber sur des spécialistes. Moi, c'est vrai que j'ai eu de la chance. Le mec qui était mon psy, incroyable, génial. En 30 minutes, j'ai l'impression que le gars avait compris toute l'histoire de ma vie. Et c'est vrai, tu vois, ça glissait, c'était top. Mais c'est vrai que j'ai plein d'amis qui me disent oh non, mais laisse tomber, je me sens pas du tout à l'aise, il comprend rien. Ou je sais pas qu'est-ce qu'il me dit, on dirait qu'il me juge. Tu vois, moi, c'est vrai. La première fois que je suis arrivée, je me suis assise. Déjà, j'ai jamais compris ce délire. Pourquoi tu t'allonges déjà? Pourquoi j'ai jamais compris ce concept. Mais je me suis dit, putain, vas-y. Tu t'allonges pour raconter ta vie. Tu racontes ta vie. Et au final, en fait. Je ferais les 100 pas dans la pièce. Mais au final, c'est vrai que aller consulter un spécialiste, pourquoi pas? Moi, je pense que dans la vie, il faut tout essayer, en tout cas, avant de dire qu'il n'y a rien qui marche. Et il faut travailler beaucoup sur soi, écrire et mettre les points là où ça fait mal. Reconnaître que tu as un syndrome. Pourquoi tu as ce syndrome? D'où il vient? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont tes peurs? Et écrire, en fait, mettre à l'écrit vraiment déjà qu'est-ce qui t'effraie le plus. Oui. Et déjà savoir qu'est-ce qui t'effraie, c'est un gros travail. Et ensuite aller sortir de sa zone. Tu vois, par exemple, hier je faisais un rêve. Je faisais un rêve et j'étais à New York. J'emménageais à New York et je commençais ma nouvelle vie là-bas. Et il y avait mes proches et ils sont partis dans mon rêve. Ça y est, ils rentraient à la maison. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée dans l'appartement seule.
j'ai commencé à paniquer. Mais je pense qu'il faut aller dans ces situations-là. Il faut se faire... Il faut imaginer ces situations pour bien les vivre après. Mais moi, en fait, je suis pas rentré. Je suis parti de province pour arriver à Paris. Et c'était les 3 premières années les plus difficiles. Et c'est même pas des mois, c'est des années. C'est des années, c'était au moins 3 ans. Et à partir des 3 ans, là, je me suis habitué à mon environnement, à où j'étais, etc. À kiffer seul, à kiffer sans mes amis d'enfance, etc. S'autoriser ces moments-là. Et oui, c'était très dur. Franchement, c'est un luxe. Je me rappelle, l'année dernière, je voyais ma coloc, parce que tu vois, j'étais en coloc en plus. Hein. C'est même pas j'étais seule. C'est-à-dire que j'étais pas seule. J'étais pas seule, tu vois, physiquement, mais c'est juste que je me sentais seule de l'intérieur. Je me sentais seule, je me sentais vide, je me sentais abandonnée. C'est exactement le mot. Et au final, je lui disais, putain, le jour où je me retrouve seule, mais seule, hein. Genre, t'as pas besoin de téléphoner sans arrêt, t'as pas besoin de recevoir des textos. Putain, quel luxe, en fait. De ne pas devoir être tout le temps sur son téléphone et dépendante, en fait, de personnes et de conversations qui ne servent à rien et qui puissent son énergie. Mais justement, comme disait Sabrina tout à l'heure au téléphone, je pense que ça vient d'une déconstruction lors de l'enfance ou d'un manque quelque part, parce que moi je pense qu'il y a plein de personnes qui ont les mêmes vies que nous et qui ont eu la même expérience et qui le vivent très très bien. Exactement, en fait. Je pense aussi. Et moi, quand j'ai entendu Sabrina tout à l'heure, je me reconnais dans ce qu'elle dit. C'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup, mais là, comme Myriam l'a abordé, il y a beaucoup de personnes qui s'identifient, qui disent c'est ça que je vis. Je comprends pas pourquoi ça m'arrive. C'est un peu tabou, c'est comme disait tout à l'heure Myriam, tu te retrouves dans un luxe. Et puis t'as ce sentiment, comme tu disais tout à l'heure, où t'étais gêné, tu vois. C'est comme moi, j'étais arrivé à Paris, dans le centre de Paris, sur un poste. C'est best life. Voilà, super bien. Tout le monde m'envie. Ah putain, c'est génial, je devrais être épanoui. J'ai honte de leur dire non en fait. Bien sûr. Et quand j'étais à Dubaï, les messages, ça fusait. Pourquoi tu fais pas de story? Pourquoi tu nous montres pas? Attends, t'es dans la putain de ville d'Instagram en ce moment et on comprend pas pourquoi tu fais rien et tout, pourquoi tu nous montres pas? Et c'est juste qu'en fait, je pouvais pas, j'avais pas le cœur. Et toi, c'est comme si t'étais dans un 9 mètres carrés au 6e étage sans ascenseur, t'étais dans le même état d'esprit en fait. Voilà. Et donc c'est pas le lieu, comme l'a dit Myriam, il faut régler ça entre toi et toi-même. Et ni l'argent. Parce que ma mère, quand elle m'a sorti les histoires de si t'avais 50 000 euros, t'inquiète pas, tu serais en train de rire et il y aurait pas de ce problème, ne t'effleure pas la tête. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a un appel. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va, c'est Mélissa. Enchantée, Mélissa. Oui, ça va et toi? Merci. Tu nous entends bien? Allô? Très bien, super. Oui, Mélissa, tu vis où? Il y a un petit décalage, je crois. Il y a un problème de connexion. Allô? Tu m'entends? Oui, Mélissa, tu habites où? Istanbul, ma chérie. Tu es étudiante ou tu vis là-bas? Oui. Non, je travaille. D'accord, donc on parlait du sujet. Tu m'entends? Oui, on t'entend très bien. Très bien, ok. Je ne sais pas si tu as écouté l'émission, mais on parlait de l'abandon, on parlait des étudiants, ou bien même des personnes adultes qui se sentent abandonnées après une séparation ou après un décès ou une perte d'un proche, ou bien c'est juste dû à l'enfance, c'est des séquelles d'enfance, de la séparation des parents. Des enfants, par exemple? Non, c'est quand on ressent l'abandon. Je n'ai pas compris. Allô? Oui, je crois qu'il y a un décalage. Hein. Il y a un décalage. C'est ça le problème, là. Ouais. Donc je te disais, c'est pas le problème, c'est pas l'abandon des enfants. Non, ça on a perdu la connexion. On a perdu la connexion et c'est la fin de Scandale. On est déjà arrivé à la fin. Myriam, on aimerait bien un dernier mot. Pour les personnes qui souffrent d'abandon, ne lâchez rien.
On se sort tous de situations difficiles. Il n'y a que le temps qui peut arranger les choses et beaucoup de travail sur soi-même. Et toujours aller de l'avant et se faire violence et sortir de sa zone de confort. J'aime pas cette expression, tout le monde le dit, on dirait que c'est à la mode. Il faut sortir de sa zone de confort, ça me saoule. Mais c'est vrai, j'en ai marre d'entendre ça. C'est un truc à la mode. Mais en fait, c'est vrai, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort, il faut aller à l'encontre. Elle la redit, hein. Il faut aller à l'encontre. C'est prendre sa zone de confort et s'adapter à la situation, en fait. Il faut faire des choses qui nous font peur. Voilà, tout simplement. Oui. Merci beaucoup Myriam d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de Scandale et c'est le dernier numéro de l'année. Merci à Clément, Chauny et Nordine d'avoir été là. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes. On se retrouve l'année prochaine et passez une très belle soirée. Bisous. Bonne soirée. Merci. Bonne santé à tous. Merci. Bonne année d'avance à tout le monde et bonnes fêtes. Merci. Osez.